Avant que vous regardiez la vidéo, je tenais à ajouter un petit commentaire, savoir que la première vidéo, pour ceux qui ont commencé à la regarder, qui n'était plus disponible, a été retirée de YouTube suite à une réclamation de droit d'auteur de Benoît Bringer, qui est le réalisateur de la série qui est passée sur France 2. Et donc comme j'avais des images que j'avais prises en capture d'écran de leur documentaire pour expliciter ma vidéo, forcément elle a été retirée à la demande du réalisateur. Donc vous avez exactement la même vidéo, du moins la même bande son, mais toutes les images que j'ai mises dessus ne sont pas issues du documentaire, ce sont des images qui sont externes. Donc il n'y a aucun problème de droit d'auteur sur cette vidéo à présent. Et moi je dis que quand un journaliste il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au MH370. Alors c'est sur ces magnifiques paroles de Coluche que j'introduis cette vidéo critique de la série documentaire diffusée le 23 janvier sur France 2. Personne d'autre que Coluche ne pouvait aussi bien résumer ce que je peux penser. Vous comprendrez pourquoi je dis ça plus tard dans la vidéo. Je vais passer en revue les différents épisodes afin de corriger certains éléments, mais aussi vous donner davantage de précision, car force est de constater que les journalistes ont une approche plus que minimaliste de l'aspect technique dans cette affaire, ce que je déplore, encore une fois. Donc on va commencer par l'épisode 1, qui est plutôt factuel. Je n'aurai pas énormément de désaccords sur cet épisode-là. Néanmoins, je vais vous apporter quelques éléments supplémentaires et quelques précisions, voire quelques petites corrections. Alors on va commencer par parler d'un point qui est abordé dans le premier épisode, qui concerne le délai anormalement long qu'a mis la compagnie pour déclarer l'avion disparu. Alors là, c'est plus, je pense, pour une déclaration publique. Néanmoins, je voudrais revenir sur le temps qu'ont mis les Malaisiens pour déclarer ce qu'on appelle les phases d'alerte. Les phases d'alerte, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, dans le contrôle aérien, quand on perd un avion, on a des phases d'alerte que l'on va devoir déclencher de façon à commencer à préparer les secours. Dans un premier temps, on va chercher des informations pour savoir où se trouve l'avion. Et ensuite, on va lancer vraiment la phase de recherche et de sauvetage. Donc avant ça, on va donc déclarer ces phases d'alerte qui sont au nombre de 3 en fonction des circonstances qu'on appelle l'inserfa, l'alerfa et le détresse-fa. Vous vous doutez, le détresse-fa, c'est la situation de détresse. Là, vraiment, on s'inquiète énormément, on pense vraiment qu'il y a un accident. Et c'est branle-bas de combat sur tous les moyens de recherche et de sauvetage pour essayer d'aller chercher là où on pense que l'avion se trouve. Je ferai noter quelque chose, c'est pour ça que je parle de ça ici. C'est que on s'étonne que ça a mis énormément de temps pour déclencher la phase de détresse-fa. Sauf que, je prends l'exemple de l'Air France Rio-Paris, l'Air France 447, eh bien ça a mis plus de temps que le MH370. C'est dans un premier temps Madrid qui avait déclenché la phase de détresse, enfin la phase d'abord d'inserfa et d'alerfa, avant que la France, par Brest, ne déclenche la phase de détresse-fa. Et au final, 5h16 après, non pas la perte de contact de l'avion, mais l'heure prévue de contact de l'avion qu'il aurait dû se reporter à un point de report. Et à partir de cette heure prévue où l'avion aurait dû contacter le contrôle aérien, eh bien on déclenche les temps des phases d'alerte que vous avez ici. On serait alors dans ce cas-là avec un avion avec plan de vol, absence de contact radio si obligatoire au point prévu. Et là, on est sur des délais de plus 30, plus 60 et plus 90, c'est-à-dire 90 minutes au plus tard après l'heure prévue de contact de cet avion, on déclenche la phase de détresse-fa. Dans le cas du MH370, que j'avais fait noter dans mon ouvrage, déjà dès le tout premier, j'avais noté une erreur dans l'interprétation des phases d'alerte par les enquêteurs malaisiens. En fait, ils considéraient qu'on était un peu dans le même cas que l'Air France Rio-Paris, donc à savoir ici absence de contact radio si obligatoire, mais on n'est pas dans ce cas-là. Là, ici, on est dans le cas où le service du contrôle, il continue d'être assuré. Ce n'est pas parce que l'avion change de fréquence qu'il n'est plus contrôlé pendant cette phase-là. On est toujours sur le cas d'un avion contrôlé. L'avion est contrôlé par les Malaisiens, on le transfère en fréquence avec les Vietnamiens. Il n'y a pas d'interruption du service de contrôle.
Donc on est dans le cas, et ça c'est mon interprétation de contrôleur, dans le cadre d'une perte simultanée de contact radio, si obligatoire, ce qui était le cas, et radar. Et là, auquel cas, il aurait fallu déclencher les phases d'alerte phase 5 minutes au plus tard après, et la phase de détresse phase 10 minutes après. Et ça correspond à ce que l'on a dans la lettre d'accord qui est en annexe du rapport final malaisien, puisque les Vietnamiens devaient notifier aux Malaisiens, s'ils n'avaient pas l'avion à l'heure prévue, 5 minutes au plus tard, après l'heure prévue de contact sur le point de transfert. D'ailleurs, sur ce point, dans l'épisode, on a le contrôleur malaisien qui dit qu'ils avaient 3 minutes pour prévenir les Malaisiens. Ça n'est pas 3 minutes, c'est 5 minutes, comme l'explique la lettre d'accord. Alors, ça ne change pas grand-chose, 2 minutes. Mais en l'occurrence, ça veut dire que la phase d'alerte, elle doit commencer 10 minutes après l'heure prévue de passage, qui est donc Igari, donc à 1h20 locale. Donc la phase d'alerte va commencer à 1h30. Et ils ont mis en fait 5h et 2 minutes pour déclencher la phase de détresse. Pendant tout le temps avant, ils ont essayé d'avoir des informations, ils ont cherché. Mais réglementairement, là où la Malaisie s'est loupée, ils auraient dû lancer un détresse FA au plus tard à 1h30. Et là, il y a un loupé. Alors, c'est facile à dire, je ne leur reproche pas. Ils sont la tête dans le guidon, ils essaient de savoir ce qui se passe. D'abord, ils ont des informations comme quoi l'avion continue à voler, mais ce n'est pas parce que vous avez ce genre d'informations que ça doit vous empêcher de déclencher ces phases d'alerte. Et donc là-dessus, oui, il y a eu un loupé de la part du contrôle aérien malaisien, un loupé qui est reconnu d'ailleurs dans le rapport final malaisien qui a été publié quelques années plus tard. Donc ils l'ont reconnu. Toutefois, ce temps de réaction qu'ils auraient dû avoir, dans le rapport final, ils ont corrigé par rapport à ce qu'ils avaient dit dans le rapport factuel. C'est-à-dire un rapport factuel qui a été publié 1 an après la disparition. Mais en fait, les délais ne sont toujours pas bons. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui est écrit dans ces rapports-là. Pour moi, ils se trompent. Mais ça reste un détail technique. Autre point que je vais corriger dans ce premier épisode, on dit qu'à Igari, l'avion devait entrer dans l'espace aérien vietnamien. Alors c'est faux. Je vais être un petit peu tatillon là-dessus. Vous allez trouver que je joue sur les mots. En fait, il s'agit de la région d'information de vol attribuée au Vietnam. La notion d'espace aérien national commence à 10 nautiques des côtes. Alors là, on est à bien plus que 10 nautiques des côtes. En fait, il s'agit d'une simplification pour le grand public, mais c'était important que je le fasse remarquer ce point-là. On parle en fait de régions d'information de vol qui sont attribuées au contrôle aérien. Ça n'est pas un espace aérien national. On a ensuite le contrôleur malaisien qui a perdu sa femme dans l'avion, qui nous explique que les Vietnamiens n'ont pas contacté les Malaisiens pour dire que l'avion ne les avait pas contactés. C'est faux, ils l'ont fait. Ils ont mis 17 minutes après l'heure à laquelle ils attendaient le MH370 au point Igari, au lieu de 5 minutes, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme le prévoit la lettre d'accord régissant les procédures entre les deux centres de contrôle, et non pas 3 minutes comme il le dit. Mais ils l'ont fait. Trop tard, je suis d'accord, mais ils l'ont fait. Donc ce qu'il dit là n'est pas exact. On a ensuite ici le responsable de la cellule de crise de la Malaysian Airlines qui nous dit que les opérations de la compagnie ont tenté de joindre l'avion par la VHF. Alors ce qui n'est pas clair, c'est de savoir comment ils ont essayé de le contacter par VHF. Est-ce que c'est vocalement, en essayant de le contacter par la radio pour qu'il réponde, ou alors c'est par la CARS. La CARS, c'est un système de messagerie qui permet d'envoyer des messages entre la compagnie et l'avion, mais également entre l'avion et la compagnie. Et ces messages à CARS, on en parle beaucoup parce qu'ils ont transité au début du vol par le SATCOM, par la liaison satellite de l'avion, mais il y a la possibilité également que ces messages puissent transiter par la VHF. Donc là, je ne saurais pas dire de quoi vraiment ils parlent. Est-ce qu'ils ont essayé de le contacter vocalement avec une radio VHF, ou alors est-ce qu'on parle ici du message à CARS qui a été envoyé par la compagnie, et ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a aucune réponse de l'avion. Il n'y a jamais eu de réponse de l'avion au message à CARS de la compagnie qui lui demandait que le contrôle aérien avait perdu le contact avec lui, et il lui a demandé de contacter le contrôle aérien sur une certaine fréquence. Et on n'a pas de réponse de l'avion pour la simple et bonne raison qu'il y a une explication technique derrière qui n'est pas expliquée ici parce qu'on est au tout début de l'épisode,
Mais du point de vue technique, il y a une explication parce que le système SATCOM a été déconnecté, mais le système VHF également, la CARS dans l'avion a été muselé. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, je vous renvoie vers d'autres vidéos que j'ai faites pour vous expliquer ça. Mais en effet, l'avion n'a pas répondu au message de tentative de reprise de contact de la compagnie. Mais il faut quand même expliquer certaines notions techniques qui pour les journalistes sont peut-être trop techniques, mais je pense qu'il faut les expliquer au public. Alors là encore, vous avez trouvé que je joue sur les mots, mais là on nous dit que c'est la tour de contrôle de Kuala Lumpur qui échange en fait téléphoniquement avec le Vietnam. Non, ça n'est pas la tour de contrôle, c'est le centre de contrôle. C'est pas la même chose. La tour de contrôle, c'est vraiment l'aéroport. Le centre de contrôle, il n'est pas forcément sur l'aéroport. Alors, il est potentiellement sur la même ville, potentiellement à côté de l'aéroport, mais il n'est pas forcément sur l'aéroport même. Et là, en l'occurrence, ce n'est absolument pas la tour de contrôle. Et que ce soit du côté malaisien ou vietnamien, ce que vous avez là, ça n'est pas la tour de contrôle, c'est le centre de contrôle. Alors dans cette partie, on a le directeur de la Malaysian Airlines qui donne la première conférence de presse pour annoncer que l'avion a disparu. Et il donne une heure, comme quoi le dernier contact avec l'avion est à 2h40. 2h40, j'ai eu beau commencer un peu à chercher, je ne vois pas à quoi ça correspond chez eux, puisque le dernier contact radio avec l'avion était à 1h19. Alors, certains vont dire 1h20. Bon, ça va être corrigé après, donc quel est le moment où ils considèrent qu'ils ont vraiment perdu l'avion? 1h40 est basé sur quoi? Est-ce que c'est sur le délai des phases d'alerte? Non, parce que ça ne correspond pas. Je n'ai pas d'explication sur cette heure qui est donnée pour la première fois. Après, dans les conférences qui vont suivre, les heures sont corrigées. Donc, il y a quand même un peu de confusion au début et ça, c'est souvent normal dans ce genre de situation. Les heures sont toujours un peu corrigées et ne sont pas toujours parfaites lors des toutes premières conférences. Donc, c'est pas surprenant. Voilà pour ce premier épisode. Donc, globalement, ce premier épisode me donne une impression assez positive. Hormis les quelques points relevés que je considère comme des détails et je comprends aussi la volonté de simplification pour le grand public, ça reste quand même factuel. Dans ce premier épisode, on a également Guylain qui ne nous laisse pas indifférents sur la douleur qu'il a traversée. On n'imagine pas ce que ça doit être. Vraiment, j'ai essayé de tout mon possible de l'aider comme j'ai pu sur l'analyse des rapports. On n'est pas d'accord sur certaines choses, certes, mais j'espère vraiment qu'il aura des réponses à ces questions. On ne peut pas laisser des familles comme ça sans savoir. On doit continuer à rechercher cet avion. On ne peut pas les laisser sans faire correctement leur deuil, quoi. Et pour ça, ce documentaire, je trouve que l'aspect proche des familles est plutôt bien, franchement. On ne peut pas être indifférent à la douleur qu'a traversé cet homme et j'ai un profond respect, j'aurai toujours un profond respect pour cet homme, même si aujourd'hui on est en désaccord sur certaines choses. J'espère sincèrement du fond du cœur qu'il aura des réponses et on fait tout pour, en tout cas. On va passer à présent au deuxième épisode et c'est là que les choses vont se corser. C'est là en tout cas que je vais commencer à attraper des boutons. On attaque avec Florence de Changy dans une conférence qu'elle a donnée. Là, j'ai envie de dire, le ton est donné avec sa déclaration dans cette conférence en début d'épisode. Et j'avoue que dès ce début d'épisode, j'étais curieux de voir comment les journalistes allaient traiter son récit. Je ne vais pas être déçu du voyage. Là encore, j'ai noté des erreurs sur la notion d'espace aérien, comme je l'ai expliqué de la part de Florence de Changy. Mais là-dessus, je ne lui en tiens pas rigueur. Je comprends cette vulgarisation pour le grand public. La piste des Iraniens. Petite précision qu'on ne donne pas, qui aurait peut-être été intéressante, c'est Interpol qui a donné une conférence le 12 mars, et donc au 4e jour de la disparition de l'avion, et qui écarte la responsabilité de ces deux Iraniens. Alors Florence de Changy nous dit qu'elle a eu accès au rapport de police. Oui, le rapport de police, il a fuité. Moi aussi, j'ai eu accès à ce rapport de police que j'ai. Donc, on a les mêmes infos. Les traînées de kérosène dont on parle, est-ce que c'est crédible? Moi, ce qui m'interpelle, c'est d'avoir des traînées de kérosène sans le moindre débris dans les environs.
Si vraiment l'avion s'est crashé, le kérosène il dériverait avec des débris. On a juste des traces, mais sans débris. Déjà, un point surprenant, c'est que le kérosène ne laisse pas de traces à la surface de l'eau. Ça, Guillain l'a déjà dit dans certains documentaires. Voilà. Ensuite, on parle du débris d'une porte avec un hublot, dont on voit l'image, qui pourrait correspondre à l'avion. Quand je regarde la forme de la pièce, visuellement, ça ne correspond à rien d'un Boeing 777. Le communiqué de presse vietnamien là, dont on parle ici, parce que l'on a sous les yeux, ça n'est pas du tout ce que dit Florence de Changy. Ils disent seulement que leurs forces seront sur zone. Mais on parle là de la zone où on a perdu le contact radio avec l'avion. Il n'y a aucune mention d'épave. Et pour cause, elle n'a pas encore été localisée. Donc encore une fois, une déformation des faits de la part de Florence de Changy. Ça m'agace. Oui, on peut penser le trouver là, à cet endroit-là, vu que c'est l'endroit où il a disparu des radars. Et c'est compréhensible au départ d'aller chercher là. Mais à aucun moment, les Vietnamiens n'ont parlé d'une épave. Donc merci les journalistes de vérifier les informations qu'on vous donne. Donc et notamment, ce qui est écrit en anglais, ça n'est pas ce que dit Florence de Changy. Ensuite, on a Florence de Changy qui aborde le témoignage de McKay, donc une personne qui serait sur une plateforme pétrolière dans le secteur. Ce qu'elle dit, c'est que c'est au bon endroit, au bon moment. Alors, on va refaire un cours de portée visuelle pour prouver que la distance est bien trop lointaine. Moi, ce qui m'interpelle, quand on regarde l'image que l'on a là avec le mail de McKay, que l'on vous montre ici avec Florence de Changy qui le regarde, moi, ce qui m'interpelle, c'est l'extrême précision du témoignage. Pourquoi ? En étant au milieu de l'océan, sans le moindre repère visuel à l'horizon, parce que vous n'avez vraiment aucune source lumineuse autour, arriver à donner une direction déjà, comme c'est noté ici, entre le 265 et le 275 en termes de direction, donc à l'ouest, ça me paraît déjà précis de donner un angle de 10 degrés de nuit. Ensuite, la distance de 50 à environ 50-70 km. Et dire que l'avion semblait en un seul morceau, j'ai dit bon, soyons un minimum sérieux. Évaluer une distance de nuit de la sorte, c'est extrêmement difficile. De nuit, vous ne pouvez pas évaluer la distance précise d'un avion. C'est impossible. Et distinguer un avion en un seul morceau à une telle distance, clairement, c'est impossible. D'ailleurs, je faisais un test au boulot l'autre fois. Il y avait un Boeing 777 que je voyais en finale justement à Roissy, qui était à une distance, j'ai relevé la distance à 15 km. On ne discernait qu'un petit point. À une distance 3 fois plus grande, je vous laisse imaginer. Et de nuit. Donc, il faudrait mettre Florence de Changy face à un avion situé à cette distance. Elle verrait quoi ? Peut-être un point lumineux extrêmement petit, mais vraiment minuscule. Je précise également que lors d'une vidéo qu'on avait fait en entretien avec Xavier Titelman, début de l'année dernière, avec justement Jean-Luc Marchand, qui connaît très bien également le dossier, et particulièrement bien ce témoignage de McKay pour l'avoir étudié en profondeur, eh bien, on avait pointé du doigt que la distance à laquelle se trouvait l'avion était largement hors de portée visuelle. Donc il était impossible que McKay ait pu voir le MH370 à cette distance-là. C'était impossible. Et on sait que Florence de Changy a été informée de ces considérations techniques. Ça fait plus de 5 ans qu'elle est au courant de ça, puisque Jean-Luc Marchand lui avait directement transmis cette analyse-là. Donc elle le sait. Elle sait que ce témoignage est impossible, et pourtant elle continue de le répéter. Le débris évoqué ici, qui aurait été détecté par un satellite chinois. Alors avant de rentrer dans l'aspect, est-ce que cette information a été balayée complètement, comme le dit Florence de Changy, par les Malaisiens, on va déjà analyser ce que dit
cette information, on nous dit, et ce qui est dit dans l'épisode, que la pièce fait 22 mètres par 30 mètres. Bon, soyons un minimum sérieux. Une pièce de cette taille, ça ne peut absolument pas provenir d'un avion. C'est bien trop gros et les proportions ne se retrouvent pas sur un Boeing 777 comme vous le voyez sur le dessin. La diffusion qui a été faite par erreur, en fait, ce n'est pas les Malaisiens qui ont balayé cette information comme le dit Florence de Changy. L'information a été démentie par le gouvernement chinois parce que c'est une information qui avait été publiée dans un journal chinois. Et le gouvernement chinois a confirmé que cette information ne venait pas d'eux. Donc les Malaisiens, ils font juste que de répéter ce que les Chinois leur ont dit. Voilà. Je précise également que ça montre aussi la surconfiance que l'on pouvait avoir dans les images satellites. Pour en avoir discuté avec un interprétateur photo qui travaillait sur les images satellites de militaires français, il est très très difficile de dire si ce que l'on voit est un débris, un reflet sur l'eau, un nuage, et encore plus si on ne dispose uniquement que du spectre du visible, juste d'une photo. C'est très très difficile. Donc Guillain s'étonne qu'on a soi-disant des images qui viennent de satellites qui voient des débris, et quand on va sur place, les navires ne trouvent rien. Déjà, c'est des images qui avaient été publiées par le journal chinois. On ne sait pas précisément où est-ce qu'elles ont été prises. Est-ce que c'était des images d'autre chose, d'un autre point ailleurs, ou qui dataient encore de même bien plus avant? On ne sait pas. Donc les images satellites, on se rend compte que ce n'est pas toujours très fiable pour localiser des champs de débris en mer. Et là, on a Florence de Changy qui nous dit que quelques jours après le crash, on sent que le récit est en train de basculer. Mais non, Madame de Changy. Il avait déjà basculé moins de 24 heures après la disparition de l'avion, mais vous refusez de le reconnaître. Ou alors vous n'avez même pas eu la présence d'esprit de visionner les conférences de presse que vous aviez ratées lors des 4 premiers jours avant que vous arriviez en Malaisie, parce que visiblement vous êtes arrivé en Malaisie au 5e jour. Et si vous aviez regardé ces conférences de presse que j'ai publiées sur Internet, justement sur ma chaîne YouTube, vous vous rendrez compte que les autorités malaisiennes ont parlé de ce demi-tour déjà dès le 2e jour. Et au 1er jour même, il y a un communiqué de presse du cabinet du Premier ministre en fin de journée qui annonce qu'ils vont ouvrir une 2e zone de recherche de l'autre côté de la Malaisie. Donc non, ça n'a pas basculé au bout de quelques jours, ça a basculé très vite, c'est juste que les journalistes ne l'ont pas vu. Vous ne l'avez pas vu, Madame de Changy. Mais ça, vous ne voulez pas le voir. Et ce que je déplore dans ces vidéos, c'est qu'à aucun moment, les journalistes ne parlent de ces données radars. Enfin, ils en parlent plus tard, mais à aucun moment ils ne disent à quel moment les Malaisiens les ont diffusés, à quel moment ils ont commencé à en parler. Jamais on le dit. On laisse planer ce doute que pendant 5 jours, les Malaisiens n'auraient pas parlé d'autre chose que de la mer de Chine, et c'est faux. Guillain va même jusqu'à dire 7 jours. Donc, je déplore encore une fois le manque de sérieux des journalistes qui n'ont pas été capables de regarder les conférences de presse des 4 premiers jours. Et on se fie à ce que disent Florence de Changy et Guillain Watrelot, alors que c'est inexact. Et je n'ai eu de cesse de le faire remarquer déjà dans plusieurs vidéos que j'ai publiées. Ça devient pénible de ne pas entendre ce que je dis, et répète en m'appuyant sur des vidéos qui sont des vidéos des conférences de presse. Donc, quand j'amène une information pour dire ce que vous dites là, c'est faux, j'amène une preuve, je dis attendez, ils l'ont dit, ce que vous dites, ça n'est pas vrai. On n'est pas entendu, c'est ça qui est épuisant. Un peu plus loin, on nous dit que les militaires l'auraient su le soir même. Alors, il faut savoir, le soir même, donc ça serait le samedi 8 mars au soir. Non, en fait, ils savaient avant. Ils l'ont soupçonné dès le samedi 8 mars au matin, en regardant les enregistrements radars. Ils ont ensuite dû vérifier ces informations dans la journée avec les radars civils. Et une fois seulement qu'ils avaient pu faire cette confirmation, que cet avion avait également été suivi par d'autres radars, ils ont informé les autorités dans l'après-midi.
Et le soir même, on a le communiqué de presse du cabinet du Premier ministre qui est publié et qui dit on ouvre une deuxième zone de recherche de l'autre côté de la Malaisie. Mais ça, on n'en parle pas. On continue d'instiller le doute en laissant penser, et ils le savaient, et ils n'ont rien dit. Ben non, ils l'ont dit publiquement dès le deuxième jour, c'est-à-dire le lendemain, en conférence de presse. Et la conférence de presse, je cite, elle commence en disant « Comme vous le savez depuis le communiqué de presse du cabinet du Premier ministre publié hier en fin de journée, on a ouvert une deuxième zone de recherche dans le détroit de Malacca. » Et ça, bizarrement, on n'en parle pas. J'arrête pas de le signaler, de dire « On le sait, cette deuxième zone de recherche, depuis très tôt, le demi-tour de l'avion. Non, on n'a pas attendu 5 jours ou 7 jours, comme le dit Guylain Watrolo, pour en parler. » Que Guylain puisse penser ça, il était la tête sous l'eau au début dans les premiers jours et qu'il n'ait pas eu cette information-là, je peux comprendre. Mais qu'une journaliste comme Florence de Changy n'ait pas fait ce travail d'investigation pour se rendre compte que ce qu'elle continue à dire aujourd'hui est faux, ça m'agace. Ce qui est clair, c'est qu'ils ne l'ont pas vu en temps réel. Et ça les embarrasse. Car ils ont été négligents. L'armée de l'air malaisienne a été négligente dans la surveillance de l'espace aérien cette nuit. Mais ça, ils ne vont jamais le reconnaître. Donc parfois on me dit que je suis un peu trop complaisant avec les Malaisiens, que je les défends. J'ai fait non, je suis désolé. Là, c'est pas défendable. Ils ont été négligents cette nuit-là, l'armée malaisienne. Et ça, c'est un fait, mais ils veulent pas le reconnaître. Oui, je pense aussi que le gouvernement malaisien ne dit pas toute la vérité, mais pas sur ce demi-tour. Il faut avoir l'honnêteté de dire qu'ils l'ont dit, et non qu'ils l'ont caché comme on l'entend ici. Et je me bats pour ouvrir les yeux au public sur ce point depuis déjà plusieurs années. Et tout ce que je constate, c'est que des journalistes français continuent à propager des fausses rumeurs et à désinformer ainsi le public. Donc oui, j'ai des raisons d'être fâché. L'article du Wall Street Journal. L'avion a volé plusieurs heures selon des enquêteurs américains. Alors, qui sont ces enquêteurs américains ? En fait, il s'agit du NTSB, l'équivalent français américain du BEA. Et il est normal que des enquêteurs du NTSB soient associés à l'enquête, puisqu'on est sur un avion Boeing de fabrication américaine. Et donc, il y a toujours des enquêteurs américains quand un Boeing est impliqué. Et ce que l'on apprendra plus tard, c'est que le NTSB travaille depuis quelques jours à vérifier des informations qui viennent en fait d'Inmarsat. Voilà pourquoi cette information commence à fuiter, mais il ne s'agit pas de données moteurs comme le dit l'article affiché ici. C'est en réalité Inmarsat qui donne cette information, mais ça on ne le saura que quelques jours plus tard. Il y a en fait une confusion sur la provenance des données, car initialement ces données, on sait que visiblement elles viennent du Royaume-Uni, où se trouve aussi le motoriste Rolls-Royce. Or c'était Inmarsat, mais ça on le saura plus tard, qui est aussi une société britannique. Au début, les autorités laissent planer le doute si l'avion a volé plusieurs heures ou pas, car ils sont en attente du retour d'Inmarsat, mais aussi du NTSB, de l'AIB, l'équivalent du BEA britannique, et du BEA français, à qui ils ont demandé de vérifier ces données. Et cela peut se comprendre, car ces données allaient bouleverser les recherches, et il fallait être certain avant d'annoncer publiquement une telle information, parce que ça allait amener l'arrêt des recherches en mer de Chine. Voilà pour ce deuxième épisode. Alors ce deuxième épisode, moi, il me laisse un goût amer. Encore une fois, on nous resserre des informations mal recoupées, mal vérifiées, en croyant des intervenants qui se trompent et qui diffusent des mauvaises informations et des fausses informations. Et dans le cas de Florence de Changy, des informations dont elle est pleinement consciente parce qu'on lui a expliqué certains aspects techniques, que certaines choses, ça n'est pas possible, elle continue à les divulguer. Donc, est-ce que c'est le début du pire pour les épisodes suivants ? C'est ce que je me pose comme question à la fin de cet épisode. J'ose espérer que non. Je suis encore optimiste. Alors, on va commencer ce troisième épisode qui va se concentrer davantage sur le pilote. Je me disais que peut-être on va avoir des informations qui seront crédibles. D'abord, on a donc cette fille d'une des disparues qui dit que lorsque le Premier ministre annonce que l'avion a fini dans l'océan Indien, dit jusqu'à présent rien n'indiquait que l'avion était tombé dans l'océan Indien. Non, ça ne sort pas de nulle part, je l'ai dit tout à l'heure. Déjà, dès le deuxième jour, on a une conférence de presse
où on commence à chercher dans le détroit de Malacca. Puis après, ça s'étend en mer d'Andaman, plus au nord. Et on se rend compte qu'on arrive à l'océan Indien. Donc, il faut vraiment que vous reveniez aux conférences de presse des 4 premiers jours. Allez les voir sur ma chaîne YouTube. Je les ai d'ailleurs traduites en français pour les expliquer. Donc, une fois de plus, je déplore que l'on ne donne pas toutes les infos au public et qu'on se base uniquement sur le ressenti des familles, qui n'a pas été correctement informé par les journalistes à ce moment-là. Alors, attention quand on vous parle de la trajectoire Inmarsat dans cet épisode, parce que l'image que l'on vous montre là avec une trajectoire en pointillé, ça laisse entendre que toute cette partie en pointillé vient d'Inmarsat. En fait, non. Il y a une partie de cette trajectoire pointillée qui est issue de radars malaisiens. Donc, petit détail important. Ensuite, on a Florence de Changy qui commence à nous parler de certaines rumeurs qui commencent à apparaître sur le commandant de bord, notamment sur une liaison extra-conjugale. Et ce qu'elle dit, c'est que la jeune fille avec qui on l'a montré en photo, comme on a là, n'était pas sa femme. C'est en effet exact, ça n'était pas sa femme. C'était une mannequin malaisienne, très suivie, et sur lequel le commandant de bord avait posté des commentaires sur Facebook un peu limite, voilà. Mais ça n'était pas cette personne avec qui il avait une relation extra-conjugale. La personne avec qui il avait une relation extra-conjugale, visiblement, c'était Fatima Pardi, une enseignante qui a plusieurs enfants et avec qui Zahari aurait noué une relation d'amitié avec ses enfants. Il leur faisait des cadeaux, ça c'est elle qui le dit, j'invente pas, c'est Fatima Pardi qui a clairement parlé de ça. Et donc, il se serait connu au sein du parti politique de l'opposition de l'époque, puisque Zahari Hamacha et cette enseignante étaient membres du parti de l'opposition, et ils auraient noué une certaine relation. Relation qui se serait terminée quelques semaines avant le crash. Alors, je ne fais pas de lien de cause à effet, je fais juste un constat pour cette information, parce qu'on vous parle d'une relation extra-conjugale, mais à aucun moment on vous parle de Fatima Pardi. Et pourtant, il s'agit de Fatima Pardi. Donc voilà, là encore, on vous balance des infos, on ne vous dit pas tout, et puis on vous dit, non, finalement, ça n'est pas vrai, mais on ne vous donne pas toutes les infos. Le simulateur de vol du commandant de bord, on commence un petit peu à en parler là, mais on en parlera un peu plus tout à l'heure aussi. On laisse entendre que l'on a relevé la coupure des systèmes de communication dans le simulateur du commandant de bord chez lui. Pas du tout. On n'a rien retrouvé de ce point-là, puisque ce genre de manip dans le simulateur n'est pas enregistré dans la mémoire. Ce que l'on a retrouvé, ce sont des points au milieu de l'océan Indien. C'est tout. Concernant le transpondeur, oui, je suis d'accord, le transpondeur ne peut être coupé que manuellement depuis le cockpit. Mais là encore, ce que je reproche aux journalistes, c'est qu'on n'explique pas pourquoi on pense ça. On ne détaille pas la position qui a été reçue par l'avion quelques instants avant la disparition sans l'altitude, qui là laisse entendre que l'on a touché le bouton dans le cockpit pour couper l'émission du transpondeur. Attention, je dis bien couper l'émission. Je n'ai pas dit couper l'alimentation. Je comprends la volonté de simplification des journalistes, mais encore une fois, on ne donne pas toutes les infos au grand public pour que le public puisse prendre conscience des éléments dont on dispose. Ensuite, on parle du demi-tour et que ce demi-tour a été fait manuellement. Oui, ce demi-tour a été fait manuellement et oui, quelqu'un contrôlait l'avion à ce moment-là, c'est une évidence et c'est une preuve, contrairement à Florence de Changy qui ne croit pas les données radar, c'est une preuve. Ensuite, la personne dit que ici c'était la représentante du personnel de cabine, du personnel navigant de la compagnie malaisienne. Elle dit qu'elle n'a jamais vu le commandant de bord déprimé. Pourtant, on a d'autres témoignages dans certains médias qui disent le contraire. Alors, qui croire ? Ensuite, on commence à aborder un peu l'enquête de Florence de Changy, et notamment elle interviewe une ancienne hôtesse de l'air de la compagnie qui fait les éloges du commandant de bord, qui était très certainement quelqu'un d'excellent, de très professionnel, ça je n'ai aucun doute là-dessus.
Il y a juste un détail dans ce que cette ancienne hôtesse dit qui m'a interpellé, c'est qu'elle dit qu'il était pilote dans l'armée. Ce petit détail m'a surpris parce qu'en fait, il n'est pas passé par l'armée avant de rejoindre la Malaysian Airlines. Il est entré directement à la Malaysian Airlines. Il a toujours été pilote de ligne. Il n'a pas été pilote militaire. Et quand on regarde justement dans le rapport factuel de la Malaisie, on a tout le curriculum vitae, on va dire, de ce commandant de bord. Et il n'est pas passé par l'armée. Voilà. Donc, petit détail, là encore, on vous donne une info qui n'est pas vraie. Bref, on a des journalistes qui essaient de nous montrer que Florence de Changy nous donne un portrait de ce commandant de bord qui est totalement innocent. Jusqu'à preuve du contraire, il est présumé innocent. Ce qui est dit, c'est que oui, c'est très grave d'accuser qu'il aurait crashé l'avion. Je dirais juste une chose, il faut toutefois regarder les faits de plus près. Et ma conclusion de mon enquête, et je ne suis pas le seul à le dire, c'est qu'il est évident que quelqu'un qui connaissait très bien l'avion était aux commandes. Mais ça, le documentaire n'en parle absolument pas. Et non, parce que justement, comme on oublie tous les aspects techniques de cette affaire, eh bien, ils ne comprennent pas que si je dis une telle chose, c'est qu'il y a des éléments techniques qui amènent à dire ça. Alors, est-ce que c'est le commandant de bord? Est-ce que c'est le copilote? On peut toujours en débattre. Mais le constat, c'est que la personne qui avait toutes les connaissances pour faire un tel acte, c'est le commandant de bord. Malheureusement, c'est la conclusion à laquelle on en arrive. Mais encore faut-il aller dans le technique pour expliquer ça et prouver ce que je dis. Et ça, c'est ce que je fais dans mon livre. Mais là, il n'y a aucun élément technique qui va sur ce terrain-là. Maintenant, ça discréditerait pas mal de choses. On a ici un des membres de la famille du commandant de bord, qui est visiblement son neveu. Et la question qu'il pose, c'est pourquoi disparaître alors qu'il était père de 3 enfants? Malheureusement, il y a tout le temps des gens qui se suicident et qui sont pourtant parents. C'est pas forcément, on a du mal à le comprendre, mais il n'y a pas d'explication claire à ça. On n'a pas la réponse aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas la réponse que l'on doit rejeter cette éventualité. En faisant ça, on fait du subjectif. Or, quand on regarde une analyse objective des faits et des éléments techniques, et donc l'enquête que j'ai pu mener, ça pointe vers quelqu'un qui connaît très bien l'avion. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas 36 000 personnes à bord de cet avion qui avaient les connaissances et les compétences pour le faire. Et je ne suis pas le seul à le dire. Patrick Blely en a fait le même constat. Et pourtant, lui, il est commandant de bord. Donc, il connaît très bien l'état d'esprit pilote. Oui, on devrait y réfléchir, et croyez-moi que j'y ai réfléchi avant d'arriver à dire que la solution du commandant de bord était visiblement la plus probable. Je ne veux pas accuser sans raison, mais je n'accuse pas sans raison. Ceux qui connaissent mon analyse savent qu'elle est factuelle et sans a priori. Elle m'a mené à ça. On parle ensuite des batteries des boîtes noires et on apprend que c'est à partir du 24e jour, enfin on apprend, moi je ne l'apprends pas, que les moyens ont commencé à arriver sur zone pour pouvoir chercher dans l'océan Indien. Donc il ne restait pas beaucoup d'autonomie aux batteries, il restait à peine, on peut espérer une petite dizaine de jours si les batteries tiennent un peu plus que les 30 jours de la réglementation. Mais ce qu'on a même découvert, et ça on n'en parle pas, c'est que l'une de ces batteries sous-marines, ce qu'on appelle sous-marine, ce qu'on appelle une ULB, une d'entre elles n'a pas été changée dans le délai imparti par la maintenance. Ce qui veut dire qu'on ne sait pas si la batterie était en mesure de tenir 30 jours sur ce modèle-là. Sachant qu'il y a 2 boîtes noires, il y avait quand même une deuxième balise. Mais voilà, il y a une des balises qui n'a pas été changée, donc il est fort probable qu'elle n'ait pas eu l'autonomie de 30 jours escomptée. Le matériel prêté par les ULSA dont on parle ici, en fait, il s'agit d'un towfish. C'est un matériel à l'époque où il y avait seulement l'US Navy qui en avait, et c'est un capteur qui ressemble comme ça à un petit poisson jaune que l'on voit, qui est remorqué par le navire et qui sert en fait d'écouteur. Et le but, c'est
de faire passer cet écouteur à une distance suffisamment proche pour espérer détecter le ping de cette balise sous-marine. Voilà. Mais il faut passer à une distance, ce qu'on estime, de moins de 3000 mètres de la balise. Quand vous avez des fonds de 4000 mètres, ça veut dire que vous êtes obligé de remorquer ça très bas. Et d'ailleurs, dans le cas de l'Air France Rio-Paris, les enquêteurs étaient passés avec ce type de capteur à 2000 mètres de la balise. Ils ne l'ont pas capté. Mais alors, c'est après coup qu'ils ont vu que l'épave était bien là. C'est juste que quand ils sont passés, soit la balise ULB n'émettait pas, soit la propagation des ondes acoustiques était altérée, parce qu'on dit 3000 mètres, mais 3000 mètres c'est très optimiste, on est plutôt de l'ordre de 2000 mètres de portée. Donc il faut arriver à faire passer ce capteur au minimum, et c'est vraiment un minimum selon moi, de 2000 mètres de la balise pour espérer la capter. Alors, la fausse détection dont on parle ici, il faut également mettre ça sur le compte de l'excès de confiance que pouvaient avoir les autorités et notamment politiques. Parce que les politiciens voulaient absolument annoncer une bonne nouvelle, qu'on ait trouvé l'avion. Et donc ils se sont empressés d'annoncer ça avant que, quelques temps après, une analyse plus approfondie du signal a montré que ça ne pouvait pas correspondre aux boîtes noires. Donc cette fausse détection, il faut la comprendre également comme ça, mais il y en a eu d'autres, faut pas croire. Tout n'est pas donné ici. Ensuite, on termine dans cet épisode avec le MH17. Alors oui, 2 disparitions en 4 mois pour la même compagnie. Jamais une compagnie aérienne n'avait subi autant en si peu de temps. Ça, c'est clair. Donc j'imagine même pas le traumatisme au sein de la compagnie. Donc après, là on n'en parle pas, mais certains, notamment Florence de Changy, avaient clairement fait un lien avec le MH17 dans son livre en disant que c'était une réponse de Poutine aux Américains qui avaient abattu le MH370 pour dire que Poutine, lui, il savait. C'était allé quand même très très loin dans son livre. Elle s'est un peu calmée, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais il y a quand même des choses qu'elle ne dit plus. Voilà. Donc voilà pour ce 3e épisode. Alors personnellement, j'ai un sentiment mitigé sur ce 3e épisode. Les journalistes donnent certaines infos, mais sans les expliquer ni les détailler. On reste sur un commandant de bord qui a tout pour être innocent, évidemment, mais à aucun moment on explique tous les éléments techniques qui amènent à dire que l'on a des éléments de preuve ou un faisceau d'éléments concordants de l'implication de quelqu'un qui connaît très bien l'avion. Et le public n'a pas tous les éléments en main pour avoir une vision claire et globale, et c'est ça que je reproche. On va aborder maintenant le 4e épisode. Alors je vais mixer avec le 5e, ce sera un peu plus simple. On commence avec le MH17 abattu par des pro-russes. Alors là, je fais un petit peu hors sujet. Personnellement, je n'y crois pas à ce côté pro-russe. Voilà. En fait, il s'agissait d'une batterie Buk M1 et les opérateurs étaient très certainement non pas pro-russes, et donc c'est-à-dire non pas ukrainiens, mais c'était certainement des opérateurs russes. Pourquoi ? Parce que c'est un système complexe à opérer, donc je ne crois pas que ce soit des opérateurs pro-russes. Mais ça, en tout cas, c'est mon point de vue. Ce qu'on sait, c'est que c'est bien une batterie missile solaire de ce type qui a battu le MH17. Et on a tout un tas d'informations aux INT qui permettent de remonter le trajet de cette batterie qui se dépêche de regagner le territoire russe pour disparaître. Et on voit bien sur les images qui ont été prises par des civils sur le trajet qu'il manque bien un missile. Et on a même le numéro de série de la batterie. Bref, tout ça a été largement documenté en OSINT. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir certains rapports qui sont sortis dessus. C'est très complet. Donc voilà, c'était un hors-sujet. Sur cet autre épisode, on parle ensuite de Sarah Bajak. Guilain a été très influencé par cette personne, comme j'ai pu le constater quand j'étais en contact avec lui. Et avant de la remettre en doute,
Alors, si c'était une actrice de la soi-disant couverture, moi la question que je me pose, c'est pourquoi colporter des théories où on met en doute les affirmations officielles? Si c'était quelqu'un qui était infiltré dans le groupe, elle donnerait plutôt des informations pour s'écarter de ce genre de théorie. Moi, ça m'interpelle. Le témoignage téléphonique de Guillain avec Paul Power. Alors, Guillain m'en avait parlé de cette personne. Et cette personne lui demandait à l'époque une somme d'argent pour révéler où les passagers se trouvaient. Bref, clairement, quand j'en avais discuté avec lui, pour moi, c'était une tentative d'extorsion de fonds. Je l'avais mis en garde à l'époque. Je ne pense pas qu'il ait payé. Voilà. Toutefois, ça montre que certaines personnes sont vraiment des fous furieux, hein, comme il dit. Au final, Guillain a eu beaucoup de mal à faire le tri parmi les personnes qui lui donnaient des infos. Sarah Bajac a-t-elle profité de la situation pour détourner de l'argent? Difficile à dire. Les enquêteurs qui ont été engagés, là encore, j'ai beaucoup de choses à redire dessus parce que les rapports qu'ils ont donnés, et Guillain le dit aussi, hein, ils n'ont pas donné satisfaction. Ils ont donné des informations qui n'étaient pas vraies, notamment que le commandant de bord aurait emporté du carburant supplémentaire. Or, les fiches de carburant que l'on a avant le départ de l'avion, puisque les essenciers, ils ont ces fiches, ils ont des copies des fiches lorsqu'ils font le fuel des avions, eh bien, rien ne montre que le commandant de bord a demandé du carburant supplémentaire. Donc ça mettait à l'eau tout un pan de l'enquête de ces enquêteurs. On n'en parle pas trop de ça. Mais Guillain n'était pas du tout satisfait de ces enquêteurs. Il y a beaucoup de choses qui étaient erronées dans ce qu'ils ont dit. Concernant les doutes sur Sandra Bajac, est-ce que c'était une volonté de contrôler les familles? Est-ce que c'était un agent de la CIA? J'ai pas d'avis, mais bref, je trouve que ça va loin, quoi. Je peux comprendre le sentiment de Guillain, et qui, lui, par contre, ne sait plus à qui se fier. Alors, on nous montre aussi le flapperon avec justement les numéros de série. Et à la surprise, je me serais attendu à ce qu'on ait un débat sur ces fameux numéros de série qui sont souvent pointés du doigt par Guillain et Florence de Changy en disant qu'ils sont faux. Et en fait, pas du tout. Visiblement, l'épisode n'en parle même pas. Voilà. Alors, il y a du nouveau là-dessus, c'est qu'on sait qu'il y a plusieurs numéros qui ont été identifiés par Nicolas Riel, qui a commencé à se pencher sur cette affaire et à écluser un petit peu les différents rapports. Et il a fait une vidéo très intéressante que je vais vous mettre en lien. Allez voir, ça prouve que les numéros du flapperon sont corrects. Ils sont mis en correspondance avec les bordereaux de Boeing et de CASA. Bref, c'est imparable. Cette information, je l'ai transmise personnellement de mon côté à Guillain Watrolo par mail. Je n'ai pas eu de réponse. Voilà. Et je sais que ça a été transmis également à Florence de Changy, qui en a pris connaissance. Donc, est-ce que c'est peut-être pour ça qu'elle n'en parle pas, ou que les journalistes n'en ont pas parlé? Je ne sais pas. Ensuite, on a un bon passage sur Blaine Gibson, qui a le mérite d'aller sur place, d'aller chercher les pièces. Cette partie est intéressante parce qu'on voit un petit peu comment il a cherché certaines pièces. Alors, ça paraît louche pour certains, mais selon moi, il n'y a rien de suspect. Savoir que Blaine Gibson a régulièrement été accusé d'être un agent secret de la CIA, puis après un agent secret russe dans le dernier documentaire de Netflix par Jeff Wise. Enfin, bref, on l'a accusé de tout, ce pauvre homme. Et on a également Guillain qui émet régulièrement des doutes sur certaines personnes. Et j'en fais partie aujourd'hui de ces personnes dont il doute, notamment de par mon passé militaire. Et pourtant, j'ai tout fait pour être le plus objectif et le plus neutre possible dans cette affaire. Tout ce travail, je l'ai fait sur mon temps libre. Voilà. Mais au moins, ce qu'on voit sur Blaine Gibson, le documentaire permet là de montrer Blaine et notamment Blaine qui répond aux doutes que peut avoir Guillain sur lui. Moi, je trouve que cette partie-là est une bonne chose d'avoir cette réponse. Ensuite, on va parler de l'acte d'une troisième personne. En effet, quand le rapport final malaisien a été publié, beaucoup de médias ont relayé ce qui a été dit ici, qu'il n'excluait pas une tierce personne.
il n'aurait soi-disant trouvé rien sur le commandant de bord ni le copilote. Sauf que quand on cherche un peu une troisième personne, on voit mal à bord de l'avion qui pouvait avoir les compétences techniques pour pouvoir faire cela. Parce que, comme je l'ai dit, ça nécessitait des compétences techniques et exclure complètement le pilote, ça n'est pas raisonnable. Du moins l'un des pilotes. Voilà. Ce rapport final ne répond pas aux questions, parce qu'ils ne comprennent pas qu'on ne réponde pas à toutes les questions dans ce rapport final, bien tout simplement parce que il nous manque des pièces du puzzle. Mais quand on y regarde de plus près, on a beaucoup d'éléments qui pointent vers quelqu'un qui connaît très bien l'avion. Donc, un des pilotes, c'est évident. Certes, ces éléments sont insuffisants pour constituer des preuves de sa culpabilité. Je suis d'accord, mais on ne peut pas l'exclure. Alors pour Joe Hackley, certains vont tout faire pour combler le vide, justement ce vide de manque d'informations. C'est pour cela que je pousse justement pour que l'on trouve cet avion, pour que l'on relance les recherches, parce que ça couperait court à toutes ces théories fumeuses. Malheureusement, ce documentaire fait la pub à certaines de ces théories et à aucun moment on pointe les incohérences de Florence de Changy, ni de Guylain Wattrelos malheureusement. À aucun moment le public n'a une contre-version de ce qu'elle dit. On a juste un affrontement entre Florence de Changy et des officiels sans apporter d'éléments techniques. C'est ça que je trouve dommage. Je reprendrai une phrase que dit Florence de Changy. À chaque fois qu'elle cherche des éléments pour confirmer, ils ne sont pas là. S'ils ne sont pas là, c'est que peut-être vous cherchez dans la mauvaise direction, Madame de Changy. Alors pour Florence de Changy, les données Inmarsat, ce sont les seules informations sur lesquelles repose le concept de l'avion qui s'est écrasé dans l'océan Indien. Mais non. Déjà, je l'ai dit, moins de 24 heures après la disparition, on a les autorités malaisiennes qui parlent du demi-tour de l'avion et on a déjà une zone de recherche dès le 2e jour de la disparition qui commence à aller dans le détroit de Malacca et progressivement on se rapproche de l'océan Indien. Donc c'est déjà un premier élément. Les données Inmarsat, oui, elles donnent un avion qui est dans le secteur de l'océan Indien, ça c'est indéniable, mais comme elle ne veut pas les croire, forcément elle balaye. Les débris qu'on a retrouvés sur plusieurs pays de l'océan Indien, c'est pas une preuve. Mais il lui faut quoi comme preuve? En fait, non, c'est qu'elle refuse de voir des preuves. Pour elle, la méthode Inmarsat n'a pas marché puisqu'on n'a pas trouvé l'avion. Moi j'entends ça, tout ce que je vois c'est qu'en fait elle n'a rien compris à comment fonctionnent ces données. Elle n'a rien compris à l'imprécision de ces données. Moi j'explique pourquoi on n'a pas trouvé l'avion. Et je ne remets pas en doute les données Inmarsat. Il faut bien comprendre que ces données Inmarsat, elles ne permettent pas de suivre précisément un avion. On a une idée de où se trouve l'avion, mais ce que l'on a c'est une ligne qui est un arc de cercle et fait plusieurs milliers de kilomètres, où on sait que l'avion était lors de son dernier message. Le problème, c'est que ensuite, combien de temps il a volé? Et dans quelle direction par rapport à cette ligne, on ne sait pas. Ce qui fait qu'on a une zone qui fait plusieurs millions de kilomètres carrés. Faut pas s'étonner que ce soit difficile à trouver. Mais ça, Florence de Changy, elle n'a pas cette compétence ou cette connaissance technique pour comprendre ces données-là. Donc elle les juge comme pas fiables et pas véridiques. C'est un peu simpliste comme raisonnement. Alors quand elle dit donc désolé, mais le flaperon, ce n'est pas non plus une preuve d'un crash dans l'océan Indien, il lui faut quoi comme preuve? Et le flaperon, c'est pas la seule pièce qui a atterri dans l'océan Indien, qu'on a retrouvée dans d'autres pays qui bordent l'océan Indien. C'est hallucinant cette capacité à refuser de voir des évidences. Non, ça ne colle pas avec son scénario. Donc en fait, elle les met tout simplement de côté, elle refuse de les voir. Moi, ça me fait halluciner. Et donc ça nous amène à la collaboration de Florence de Changy et de Guylain Wattrelos. Florence de Changy a dit à Guylain ce qu'il avait envie d'entendre. Il était déjà dans cette dynamique
en fait, elle lui apportait des éléments qui lui convenaient. Des éléments qui n'étaient absolument pas prouvés, mais qui lui convenaient. Et ça, j'ai pu vraiment le constater à quel point il avait été influencé au fur et à mesure du temps quand j'étais en contact avec lui, malheureusement. Alors, Florence de Changy nous parle ensuite de la cargaison. Elle s'est rendue compte que la cargaison avait été chargée sans passer au rayon X. Elle ne s'est pas rendue compte, c'est juste écrit dans les rapports. Ouais. Je vais me répéter, et je me rends compte que Florence de Changy n'a absolument pas pris connaissance de ce que j'ai dit sur ses propos qu'elle tenait déjà sur Netflix et dans son livre. Je vous invite donc à lire ce qui est écrit dans la phrase juste au-dessus de celle traduite dans le documentaire que l'on a là. Bien, ce chargement a été inspecté physiquement et scellé. Et ça, elle ne le dit pas, alors que c'est une procédure normale qui explique pourquoi il n'est pas passé au rayon X. Alors, faudrait que mademoiselle de Changy lise ce qui est aussi écrit noir sur blanc, puisqu'elle nous dit que c'est écrit noir sur blanc qu'il n'est pas passé au rayon X. Il faudrait qu'elle lise aussi ce qui est écrit noir sur blanc dans ce même rapport, dans la phrase qui est juste au-dessus de celle que l'on a là. Donc, oui, ça me fatigue de voir les journalistes qui n'ont même pas pris connaissance de ce que je dis depuis longtemps et qui auraient justement permis de modérer ce qu'elle peut dire ici. Florence de Changy nous dit qu'une partie de la vérité. Oui, le chargement n'a pas été scanné. Oui, il n'y avait pas de scanner à l'aéroport. Mais elle ne dit que les phrases qui l'arrangent dans ce rapport. Et les phrases qui ne l'arrangent pas, elle n'en parle pas. Ben non, parce que ça viendrait discréditer ce qu'elle dit. Ensuite, on nous parle que ce chargement a été transporté sous escorte. Oui, c'est vrai, c'est aussi ce qui est écrit dans les rapports. Rien d'anormal à ça. Il n'y a pas de drapeau rouge, Madame de Changy. Il est normal qu'un chargement de talkie-walkie de batterie dont le coût est assez important soit escorté. C'est une pratique courante. Florence de Changy ressort que sa cargaison qui ne doit pas arriver à Pékin. C'est le fameux plan B. Bref, ce plan B, j'y crois absolument pas. Il est basé sur tout un tas d'éléments qui ne collent pas et qui ne se lient pas entre eux. Mais elle arrive à les relire. Bon. Bref, c'est une totale fabrication de Florence de Changy. Allons-y, faisons-lui une pub supplémentaire sans même lui opposer les arguments que je dis depuis la sortie de son livre. Et Guylain, il a marché à fond. Elle lui dit ce qu'il avait envie d'entendre. Et je n'ai jamais réussi à le remettre sur les rails depuis, malheureusement. Comme elle dit aussi, on peut imaginer qu'il y ait eu une tentative d'interception de cette cargaison hautement problématique. J'ai été étonné de voir que finalement, elle ne détaillait pas plus sa théorie d'interception comme elle l'a fait dans son livre ou comme elle l'a fait dans Netflix. Alors peut-être qu'elle a eu vent de ce que j'ai déjà dit dessus, en expliquant que techniquement ça ne marchait pas. Peut-être qu'elle s'est rabattue sur une interception, simplement, sans parler d'AWACS, alors qu'elle disait énormément de bêtises sur les AWACS. Elle parlait de brouillage, qui était totalement inexact aussi, tel qu'elle le décrivait. Donc peut-être qu'elle a eu connaissance de ce que je pouvais dire, et là, c'est juste minorer une possible interception. La façon dont elle nous l'amène est extrêmement prudente. On peut imaginer. Moi je dis que quand un journaliste il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule. Fallait bien que je fasse revenir Coluche. Donc quand je vois qu'un scénario comme ça est monté sur aussi peu d'éléments, on se rend compte qu'en fait elle ne sait rien. Mais ça ne l'empêche pas de monter un scénario complètement abracadabrantesque. Moi je dis que quand un journaliste il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule. Ce qu'on a là dans cet épisode, c'est cette partie-là. La version officielle sur le vol MH370 ne tient pas, mais la version de Florence de Changy ne tient pas du tout non plus. Alors, donc, je vous invite à revoir mes vidéos dessus. J'ai bien décortiqué tout son livre, son intervention sur Netflix
Et à vous de vous rendre compte que, en fait, ça ne marche pas. Techniquement, j'explique, ça ne marche pas. Elle parle d'interception. J'ai été contrôleur d'interception dans l'armée de l'air. Ce qu'elle explique ne marche pas. Et je ne donne pas qu'un sentiment. Je donne des éléments concrets pour dire que ça ne marche pas. Donc, qu'elle dise ce qu'on nous a raconté n'a aucun sens, ce qu'elle raconte n'a aucun sens. Je peux lui retourner tout ça. Et on nous ressort aussi le fameux complot, le secret d'État, et on voit vraiment la correspondance entre ce que dit Florence de Changy et Guillain. On voit qu'ils sont totalement d'accord, et personnellement ça m'attriste de voir que Guillain ait été aussi réceptif. Je peux comprendre que le scénario qu'elle envisage est peut-être une façon pour les membres de sa famille de finir rapidement. Mais malheureusement, tout ce qu'elle dit ne tient pas. Et j'ai eu beau essayer de lui ouvrir les yeux, tout ce que j'ai réussi à le faire, c'est à le détourner complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne me croit plus. Et en plus, comme j'ai un passé militaire et que potentiellement ça peut être des militaires qui auraient pu abattre l'avion, aujourd'hui, il pense que potentiellement je fais partie de cette espèce de complot dont le but est de détourner l'attention pour dire non, il ne s'est pas passé ça. Non, j'ai rien à y gagner dans cette affaire. J'ai juste à lui dire les choses comme elles sont, les vérités, être franc et honnête avec lui. Tant pis après s'il ne me croit pas. Après, Florence nous parle de ce qu'un amiral lui aurait dit et qu'il disait que la seule explication pour faire disparaître un avion des radars, c'est de le faire exploser. Absolument pas. On coupe le transpondeur et il disparaît tout simplement des radars. Il n'y a rien de plus simple. Le FBI qui est sur place le lendemain, ça c'est Ghislain Wattroullot qui le dit dans un extrait d'une émission à laquelle il avait participé, et qui aurait saisi le simulateur de vol chez le commandant de bord. C'est faux. Désolé Ghislain, mais c'est faux. Tous les éléments que j'ai pu réunir là-dessus montrent que le FBI n'a pas participé dès le lendemain. Déjà, ils ont été appelés par la Malaisie en renfort pour bénéficier d'une aide technique pour décortiquer le simulateur de vol, mais ça, c'est plusieurs dizaines de jours plus tard. Le simulateur a été saisi même, non pas dans les premiers jours, mais plusieurs jours après par la police malaisienne, et non le FBI. Et on a les images de la télévision malaisienne, puisqu'ils étaient présents sur place lorsque les policiers sont arrivés pour perquisitionner au domicile du commandant de bord. On a des images, il n'y a personne du FBI, il n'y a que des policiers malaisiens. Voilà pour conclure ce 4e et 5e épisode. Alors ce que je craignais, malheureusement s'avère exact. On a une série de 2, je dirais pas documentaires, mais 2 séries fiction, qui nous amènent à croire ce que disent Florence de Changy et Ghislain Wattroullot. Aucun contradictoire à leur opposer, la démonstration est sans appel, on leur fait un grand tapis rouge. Je constate à nouveau l'absence de professionnalisme de la part des journalistes sur ce sujet qui n'ont visiblement fait aucune recherche pour tenter de voir ce que d'autres pouvaient en penser. Et ce n'est pas faute d'avoir fait des vidéos sur le sujet pour alerter. Donc oui, ça me révolte. Le journalisme d'investigation sur ce sujet en France est-il totalement biaisé et verrouillé ? C'est affligeant. Le dernier épisode va-t-il rattraper ça ? Je garde encore un espoir. Alors on attaque ce 6e épisode avec Blaine Gibson qui répond visiblement à Florence de Changy en lui disant qu'elle se trompe, en disant que l'avion a été abattu, car ça va à l'encontre des preuves. Je suis d'accord. Je trouve que la réponse de Blaine est quand même beaucoup plus diplomate que ce que moi je peux dire sur Florence de Changy. Il faut dire que depuis, je suis quand même assez agacé d'entendre toujours les mêmes âneries. Par contre, concernant le pilote, lui, Blaine pense que pour moi, on peut l'écarter. Pour lui, on peut l'écarter. Moi, je serais beaucoup plus nuancé. Les intervenants du début de cet épisode viennent donc nuancer un petit peu, je dis bien un petit peu, les affirmations de Florence de Changy et de Ghislain.
Alors là, dans cet épisode, Florence de Changy nous fait un aveu assez surprenant. Elle nous dit qu'elle est la première à dire que son scénario n'est pas au point. J'ai qu'une chose à dire à ça. Moi je dis que quand un journaliste il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule. On a Joe Atlee qui parle ensuite de la cargaison pour réagir et dire que la cargaison était tout à fait normale. Oui, mais on ne donne pas plus de précision. Les journalistes ne détaillent pas. On a l'impression qu'on a déroulé pendant plusieurs épisodes tout ce que pouvait dire Florence de Changy. On a laissé une libre parole. Et là, on laisse quelques petits mots sans même donner d'éléments de preuve pour venir la contredire. Donc c'est un tel qui dit ça et un autre qui dit ça. Et en fait, comment le public il peut faire la part des choses? Il ne peut pas. Il a juste deux visions de deux personnes. Il n'y a aucun élément technique qui vient suffisamment creuser les choses. Alors, on a le directeur de l'aviation civile qui parle du conditionnement justement des batteries au lithium. Tout ça s'est présenté dans le rapport factuel publié 1 an après la disparition. Petit détail quand même, et là, je vais dire quand même merci à celui qui a fait le montage. Merci d'avoir montré la phrase où on dit que le chargement a été contrôlé physiquement et scellé. Mais je suis déçu de voir qu'on ne donne pas plus d'explications. On dit au grand public, voilà, on leur montre ça, mais on n'explique pas au grand public qu'il est tout à fait normal qu'il n'ait alors pas été vérifié à l'aéroport. Donc, on donne une info histoire de dire on contrebalance un petit peu, mais on ne va pas trop chatouiller Madame de Changy, on va la laisser dire ce qu'elle veut. Non. Ce que je constate, c'est qu'il n'y a que moi qui fais ce travail de pédagogie pour expliquer au grand public tout ce qui est erroné dans ce que peut dire Florence de Changy. Il n'y a que moi. On voit ensuite Joe Atlee se faire bombarder de questions. Est-ce que les États-Unis sont impliqués? Le chargement. En gros, presque on lui demande de s'expliquer sur quelque chose où lui n'est pas du tout concerné, juste pour dire Florence de Changy, ce qu'elle dit, ce n'est pas la vérité. Ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a aucun élément de preuve qui ne laisse penser que quelqu'un aurait pu vouloir empêcher cet avion d'aller en Chine, ni même l'implication d'un pays ou qu'on aurait pu abattre l'avion. Je suis à 100% d'accord avec lui. Ce que dit Florence de Changy ne tient sur rien. Tout cela est une invention pure et simple sortie du cerveau de Florence de Changy, qui a fait des liens là où il n'y en a pas. Ensuite, on a le contrôleur aérien malaisien qui lui donne un peu les pistes. Pour lui, le pilote aurait coupé le transpondeur et embarqué l'avion dans une mission suicide. C'est une des pistes qu'il donne. La piste de la dépressurisation volontaire est plausible. Oui, on a besoin de savoir. Et c'est pourquoi il faut relancer ces recherches pour aller récupérer les boîtes noires et essayer d'avoir des éléments de réponse pour répondre à ça. Alors, la pièce retrouvée par Blaine Gibson que l'on voit dans cet épisode, j'en avais fait une analyse complète en vidéo pour expliquer le rapport qu'avait publié Blaine Gibson avec Richard Godfrey et j'avais quelques divergences sur ce sujet. Les perforations que l'on voit pour lui confirmeraient un impact à grande vitesse, selon Richard Godfrey. Je serais beaucoup plus prudent sur ce point. Je ne suis pas un défenseur de l'impact à grande vitesse pour d'autres raisons que je ne détaillerai pas ici, ça serait trop long. Si je suis assez d'accord avec la piste que ça puisse être des aubes de turbines de compresseurs qui pourraient être la cause, je dis bien qui pourraient être la cause de ces perforations, certains éléments ne collent pas. Déjà, la position prétendue de la pièce sur l'avion, selon Richard Godfrey, n'est absolument pas sur la trajectoire de ces aubes de turbine en cas d'éjection depuis le moteur. Je serai donc beaucoup plus prudent sur ce que l'on pourrait tirer de cette pièce. Dans cet épisode, on semble nous indiquer en fait qu'on est sur un impact à grande vitesse sur la fin du vol. Pour moi, non. On n'est pas sur un impact à grande vitesse, mais il faut reconnaître qu'on n'a pas tous la même interprétation des débris, donc ce point fait débat entre nous, entre connaisseurs du dossier. Personnellement,
certains détails sur les débris, pour moi, mettent en doute l'impact à grande vitesse. Et je ne suis pas le seul à tenir ce discours. Le rapport de la DGA française sur le flaperon, puisque c'est eux qui ont fait l'expertise du flaperon, eh bien, la conclusion laisse entrevoir un amérissage et non un impact à grande vitesse. Et on ne parle pas non plus des travaux d'Argyris Kamoulakos, qui a pourtant fait des travaux très sérieux sur comment expliquer la partie qui est arrachée sur ce flaperon retrouvé à La Réunion. Alors quand on retrouvera l'avion, on peut espérer avoir les réponses. Et comme il est dit ici, on aura toutes les réponses, comme dit Blaine. Ben non, je ne suis pas du tout d'accord. Ça n'est pas exact. On n'aura pas toutes les réponses. Le CVR, qui est l'enregistreur de conversation dans le cockpit, n'aura que les 2 dernières heures. Or, l'avion a fait son demi-tour 7 heures plus tôt. Donc, ce qu'il s'est passé dans le cockpit au moment de la disparition, on ne l'aura pas sur le CVR. Donc, on ne saura jamais, je dis bien jamais, ce qui s'est passé dans le cockpit au moment où l'avion a disparu des radars entre la Malaisie et le Vietnam. On ne saura jamais. La seule chose qu'on peut espérer, c'est de récupérer sur le FDR, l'enregistreur de paramètres, des éléments qui soient suffisamment concluants pour pouvoir dire quelqu'un a touché à tel ou tel système et ça n'était pas nécessaire. Et donc d'avoir le déroulé des boutons qui ont été touchés dans le cockpit. Mais uniquement ça. Ça ne nous dira pas qui a touché à ces boutons. Pour Peter Foley, les données des boîtes noires se détériorent. Oui, et même si je suis assez optimiste parce qu'on a déjà récupéré des boîtes noires 9 et 10 ans après un crash, ben là, ça va faire 10 ans que le MH370 est sous l'eau. Donc oui, il faut se bouger maintenant. Il faut se bouger, il faut repartir à la recherche de cet avion. Ensuite, à la fin, on ne comprend pas trop. On a un petit extrait d'un gars qui est devant son ordinateur avec un avion qui va aux Maldives, qui fait des calculs. J'ai pas compris tout de suite le message qu'essayaient de nous transmettre les auteurs du documentaire, enfin, de cette fiction, je dirais plutôt. Alors, ce que j'ai interprété, c'est une mesquinerie envers les amateurs qui cherchent dans leur coin. C'est insultant pour des gens comme nous, qui ne sommes même pas cités, et qui faisons un travail d'une toute autre qualité que Florence de Changy, qui, elle, a été prise en référence dans cette série. En montrant ce gars qui bouge son avion sur l'écran de l'ordinateur, on se moque ouvertement du travail que l'on peut faire en faisant passer les autres personnes qui ne sont pas dans ce documentaire pour des amateurs. Alors que Florence de Changy soit confortée dans sa position de grand gourou du MH370 alors qu'elle est d'une incompétence aéronautique évidente, ouais, il y a de quoi être fâché. Le journaliste qui a eu l'idée de cette séquence finale, je pense qu'il n'a pas vraiment conscience du travail que cette affaire demande, du temps que ça nécessite pour lire, comprendre et exploiter les rapports qui sont, je dirais, pour en plus la plupart en anglais, parfois très techniques, les manuels de vol du Boeing 777 qui demandent aussi une compréhension assez pointue. C'est insultant et c'est irrespectueux. Et donc le journaliste qui a eu la brillante idée de finir le documentaire comme ça, eh bien il va se prendre la phrase qui va bien. Moi je dis que quand un journaliste il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule. Pour répondre à cette phrase, non, on n'élabore pas des théories, contrairement à Madame de Changy. On fait un travail de compilation et d'analyse dont Madame de Changy est incapable parce qu'elle n'a pas les connaissances techniques ni l'expertise nécessaire. Quand on affirme des théories, et quand je dis « on », je parle de personnes sérieuses qui ont vraiment étudié correctement les choses, en ce qui me concerne moi-même, mais également Patrick Blély, Jean-Luc Marchand. Quand on affirme des théories, elles sont basées sur des faits, sur des éléments de preuve, sur des considérations techniques, ce dont les journalistes n'ont absolument pas idée, parce que ça les dépasse techniquement. Quand Jean-Luc Marchand regarde les données,
comme ce gars que l'on voit dans cette séquence. On est très loin de l'amateurisme que l'on montre ici. Et personnellement, je trouve ça insultant pour lui. Donc j'invite les journalistes à me contacter directement, s'ils veulent. Je leur ferai un topo et on verra s'ils arrivent à suivre. Et sur certains points, j'en doute. En conclusion, alors le dernier épisode vient un petit peu contrebalancer les théories évoquées par Florence de Changy et Guillain. Mais c'est très léger par rapport au temps accordé dans les précédents épisodes, et je crains que le public ne retienne que les théories de Florence et de Guillain, continuant ainsi à propager de fausses informations et des rumeurs. Si le but était de montrer comment l'absence d'information peut mener à des théories farfelues, je n'ai pas du tout le sentiment que l'objectif soit atteint. Bien au contraire. Florence de Changy a été le fil conducteur de plusieurs épisodes et je vais faire un reproche sévère. À aucun moment je n'ai senti de contradictoire appuyé sur des faits pour venir contredire son discours, ni celui que pouvait tenir Guillain à certains moments. Autre grosse déception, et que j'avais déjà même avant de voir les épisodes. On a ici des journalistes français. Je me serais attendu à ce que des journalistes français interrogent des connaisseurs français plus nombreux. Or, à l'exception de Guylain Watrelot, qui a une place tout à fait normale dans ce genre de documentaire, la seule autre personne française que l'on voit est Florence de Changy. Donc déjà, quand j'avais vu ça en amont, ça partait déjà mal. J'espérais que le documentaire mettrait l'accent sur certaines incohérences qu'elle dit, et malheureusement, ça n'est pas vraiment le cas. Pourtant, en France, nous sommes, selon moi, 4 personnes à avoir une connaissance suffisamment complète, mais surtout technique, sur le MH370. Je citerai Xavier Titelman, ancien aviateur de la marine qui a déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, Patrick Blély, ancien commandant de bord, qui a publié récemment un livre également sur ses travaux, Jean-Luc Marchand, ancien ingénieur des systèmes radars et un des meilleurs experts au monde des données Inmarsat du MH370, et moi-même, Gilles Diars, contrôleur aérien ayant publié 2 ouvrages sur cette affaire, et plus de 60 vidéos sur le sujet sur YouTube. Aucun d'entre nous ne figure dans ces épisodes. C'est pas une jalousie, ce que je suis en train de dire. En ce qui me concerne, je n'ai jamais été contacté par un quelconque de ces journalistes en préparation de cette série documentaire. On avait l'occasion de montrer que des Français autres que Florence de Changy ont travaillé et travaillent toujours sur cette affaire et de manière bien plus sérieuse. Des personnes qui sont des professionnels de l'aéronautique. Si Jean-Luc Marchand avait été contacté par l'un de ces journalistes au début de leur recherche, celui-ci n'a jamais été recontacté ensuite. Preuve que l'aspect technique ne les intéressait pas, alors que Jean-Luc et Patrick ont publié une étude très technique, certes, peut-être trop technique pour des journalistes généralistes, dans laquelle ils ont proposé une zone qui est aujourd'hui la plus prometteuse. Une zone dont la TSB australien pourrait être intéressée pour aller chercher. Au lieu de faire connaître ce genre de travaux d'un tout autre niveau de celui de Florence de Changy, on préfère donner une vitrine supplémentaire à des théories complotistes. Alors oui, je suis fâché. Encore une fois, des journalistes français n'ont pas été au niveau. Alors, il y a peut-être une raison pour laquelle ces 4 personnes-là, on n'a pas été conviés à ce documentaire. Il faut remonter au documentaire qui a été fait l'an dernier par Simon Viguier, qui avait été diffusé sur RMC Découverte, où on avait bien Florence de Changy qui disait certaines choses, mais qui était à plusieurs reprises dans le documentaire démonté par une autre personne qui venait dire que non, ça n'est pas vrai. Et ce que j'ai appris, c'est que Florence de Changy, avant même la diffusion de ce documentaire, n'avait pas du tout apprécié le fait de se faire contredire sur ce qu'elle disait. Et ça a été visiblement assez houleux au niveau de chez RMC. Elle voulait que le documentaire soit changé et qu'elle ne soit pas contredite comme ça. RMC Découverte n'a pas voulu modifier le documentaire et elle était vraiment furieuse, visiblement.
La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que dans ce nouveau documentaire, elle a posé certaines conditions pour que certaines personnes ne viennent pas apparaître pour la critiquer, comme ça a été le cas dans le documentaire de RMC Découverte. Et auquel cas, ça pourrait peut-être expliquer pourquoi certaines personnes n'apparaissent pas. Voilà. Je dis juste ça, je ne sais pas si c'est le cas, mais voilà, petite information croustillante à vous mettre sous la dent. Un seul point que j'ai trouvé réussi toutefois, c'est la façon dont ils ont interviewé les proches des victimes. Des échanges intimes, émouvants. Oui, Guylain est une personne qui moi aussi m'a ému quand je l'ai rencontré. Et j'ai fait tout mon possible pour tenter de l'aider. Il a aujourd'hui fait le choix de se tourner plus vers Florence de Changy, qui lui proposait une théorie plus séduisante. C'est son choix. Même si je corrige certains de ses propos, je le comprends. Mais mon rôle est de faire prendre conscience au public que certaines choses qu'il dit ne sont pas exactes. Parce que son appréciation de la situation, notamment dans les premiers jours, est biaisée par l'affect. Mais qui ne le serait pas à sa place ? Je me suis toujours refusé de dire à Guylain ce qu'il avait envie d'entendre. Le plus important est qu'il ait des analyses raisonnables et raisonnées. On ne doit pas aller plus loin que ce que les données nous permettent de faire. Florence de Changy, elle, est allée beaucoup trop loin. Même si je note toutefois que dans ce documentaire, elle ne va pas aussi loin que dans son livre, ni même que sur Netflix. Aurait-elle eu connaissance de mes critiques sur ces sujets ? Ou est-ce que les journalistes ont décidé de ne pas diffuser certains passages ? Je ne sais pas. Elle ne parle plus d'AWACS, ni de Flight Radar, où la disparition serait due au brouillage des AWACS, ni même du numéro de série du Flaperon, qui serait faux. Cependant, elle est toujours dans le spéculatif complet et ne prouve jamais ce qu'elle affirme. Voilà pour cette critique assez longue, mais qui était nécessaire. Alors, ça n'est pas le pire documentaire que j'ai vu sur le sujet. Netflix a encore la palme, je vous rassure, et pour bien longtemps encore. Mais je m'attendais à mieux, à beaucoup mieux. Merci et à très bientôt pour d'autres vidéos sur le MH370. N'hésitez pas à liker la vidéo, à poser vos questions, je réponds toujours aux questions. N'hésitez pas et je vous dis à bientôt.